le passage de la vie solo à la vie en couple, pour moi, c'est le meilleur moment de ma vie. Tout simplement parce que toutes les activités que je voulais faire et que je devais attendre que mes potes soient disponibles, bah, Lilia, elle était là. Si je veux faire un karting, elle est là. Si je veux jouer à la Play, on joue à FIFA, on joue à Call of et tout. Donc, non, franchement, il n'y a pas eu vraiment de difficultés. Hello tout le monde. Salut la famille. Salut. Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ton nouveau podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté les faits. Le tout animé par un frère et une sœur inséparables. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Si vous voulez participer à la mission, envoyez-nous un petit mail là. C'est comment le podcast@gmail.com. On étudie votre candidature, on vous rappelle, on en reparle. Voilà. En tout cas, on est très content d'être avec vous pour cette saison 3. On a un épisode très spécial aujourd'hui. Ça va être incroyable et c'est parti. En effet, je pense que vous le voyez, je suis entourée aujourd'hui de 3 acolytes. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 jours, c'était la Saint-Valentin. Messieurs, j'espère que vous avez fait plaisir à mesdames en les emmenant en week-end. Pour ma part, je suis partie au Baléares. C'était incroyable. J'ai adoré. Pourquoi vous rigolez ? Pourquoi vous rigolez ? On sait que tu mens. Je mens. C'est ça le problème. Je mens. C'est un appel à la détresse. Je mens. Je n'étais nulle part, en fait. Et oui, je fais partie de la génération 90 complètement perdue, célibataire, vous le savez, mais bon, on ne change pas votre animatrice préférée. En tout cas, vous savez, on aime parler d'amour chez C'est comment, et pour cet épisode spécial Saint-Valentin, on accueille notre premier couple, Mohamed et Lilia. Bonjour. 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 Comment ça va ? Ça va super et toi ? Ça va hein. Ouais, nickel. On est ravis de vous recevoir. On est ravis de faire ce tout premier épisode vraiment sur l'amour avec un couple avec plein de particularités, avec vraiment son unicité, je dirais. Et donc, j'ai vraiment, vraiment hâte. Je fais l'introduction. Mohamed, tu as 22 ans. Lilia, toi, tu en as 23. Hashtag Cougar. Je le dis. Quand tu rencontres Lilia, toi, Mohamed, tu ne crois plus en l'amour puisque malheureusement, tu as été victime d'infidélité. Voilà, c'est vrai qu'on parle souvent des femmes qui ont été victimes d'infidélité, mais là, c'était toi. Tu ne croyais plus en l'amour. Tu faisais du contenu sur les réseaux sociaux. Il y avait des femmes qui commentaient et parmi ces femmes se cachait une petite Lilia qui a attiré ton attention. On ne saurait dire pourquoi. Toi-même, tu sais pas. Tu sais pas expliquer. En tout cas, voilà. Vous commencez à parler, vous voyez, très vite, c'est, je dirais, le coup de foudre. Tout se fait très naturellement entre vous deux. On parle très vite mariage, on parle très vite bébé. Et puis là, toi, tu l'annonces à tes parents et ton père te dit, c'est hors de question. En fait, frérot, je t'explique, tu sais pas assumer ton forfait téléphonique, tu vas pas assumer une femme. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Donc là, c'est un peu la désillusion. Toi, tu décides de prendre ton indépendance. Tu dis, ok, je vais bosser, je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir épouser Lilia. C'était vraiment ton objectif. C'est ce que tu fais, mais malheureusement, il y a une contrepartie, c'est que tu as peu de temps. Et tu as peu de temps, finalement, pour ta relation. Et donc là, finalement, en fait, séparation. Un peu d'un commun accord, quand même. Même si Lilia, toi, t'en avais un peu marre, mais c'est un peu d'un commun accord. Ouais. Et finalement, tout est OK. Papa donne sa bénédiction. Let's go, on y va. Mariage religieux en 2023. Ensuite, début 2024, on apprend que Lilia, tu es enceinte. Été 2024, mariage civil. Aujourd'hui, vous vivez ensemble. Vous avez un petit bout de chou qu'on salue, voilà, qui s'appelle Séni et qui a 2 mois. Qui a 2 mois et demi. Voilà, vous formez une famille heureuse, épanouie, avec toutes ces particularités que l'on va discuter pendant cet épisode. Est-ce que vous êtes prêts ? Bien sûr. Super. Comme d'hab, c'est ton acolyte préféré qui commence avec la première question.
Bon, on se voyait pas commencer cet épisode sans parler de cette fameuse anecdote de la carte SIM qui nous a quand même régalé au moment du pré-entretien. J'aimerais bien, Momo, que tu reviennes un peu dessus parce que franchement, elle nous a marqué et savoir aussi qu'est-ce qui en a découlé de cette anecdote. Okay. Alors, je me permets, je te coupe. Mohamed, avant que tu commences, t'as dit Momo, ça y est. Ouais, je suis à l'aise, ouais. Ça y est. Franchement, ils sont tellement adorables, tu vois, je me sens proche d'eux. On est de la même génération, tu vois, il y a ce truc de... Ouais, on est bien là. Est-ce que tu es d'accord, Mohamed, Oui, qu'ils bien disent sûr. Momo? Bah oui, c'est bon, on sait. sait. Pas de souci. Vas-y, je t'en prie. Du coup, pour expliquer un peu l'histoire, moi, comme je vous l'ai dit, je voulais à tout prix me marier avec elle. Mais le plus gros point bloquant, c'était mon père. Parce que mon père, ancienne génération, c'est quelqu'un qui, lui, il s'est marié très tard. Il s'est marié à 30 ans. Donc, ça veut dire que lui-même, il se voyait pas me laisser me marier à 20 ans. Donc, j'avais fait un petit PowerPoint, pour la petite anecdote. J'avais fait un PowerPoint que d'ailleurs, j'avais mis sur les réseaux sociaux et tout pour la petite blague. Et lorsque je lui ai présenté ce PowerPoint, au début, il a rigolé parce que voilà, ça l'a fait rire et tout. Mais il m'a dit la phrase suivante qui a changé ma vie, c'est « Moi, je paye ta carte SIM et tu crois vraiment que tu vas pouvoir assumer une femme ?» Et en fait, c'est une phrase qui a tout un sens dans le sens où déjà, ça m'a mis une gifle parce que du coup, je suis revenu sur Terre un peu. Mais surtout, ça m'a donné envie de me battre pour vraiment avoir ce que je veux. Et pour lui prouver, t'inquiète papa, c'est plus toi, tu vas payer ma carte SIM. Je prends, à partir de maintenant, je prends mon indépendance. Donc c'est comme ça après que j'ai tout fait pour être indépendant du coup. Alors, j'ai 2 commentaires par rapport à ce que tu as dit, Mohamed. Le premier, c'est que tu as dit « Mon père, lui, s'est marié tard, à l'âge de 30 ans. Qu'entends-tu par là ?» Parce que je te rappelle que la personne qui est située à ta gauche... Qu'entends-tu par là, Mohamed? Moi, personnellement, je trouve 30 ans, c'est tard, en vrai. Voilà. Je trouve 30 ans, c'est tard. Eh bien, à tous les hommes qui souhaitent m'épouser, vous pouvez déposer aussi vos candidatures sur C'est comment. Le deuxième commentaire, c'est que tu as clairement pris ton indépendance. Voilà, tu as vraiment, comme on dirait, tu as charbonné. Et finalement, objectif, je dirais, atteint. Mais qu'est-ce qui a fait que ton père a changé d'avis par rapport à justement cette question du mariage où finalement, ta mère t'appelle quand tu reviens de vacances et te dit « C'est OK, on y va ». En fait, l'élément déclencheur qui a fait qu'il a dit oui, c'est déjà dans un premier temps, moi, j'habitais plus chez moi. Ça veut dire que j'avais pris déjà mon indépendance un peu géographique, dans le sens où j'avais pris mon studio, je m'occupais de moi tout seul, en fait. Je n'avais plus besoin de mon père. Mais surtout, l'élément vraiment qui a fait qu'il a dit oui, c'est quand il a appris que j'ai ouvert ma société. Donc, en fait, il s'est dit, si lui, il est capable d'ouvrir sa société, d'avoir des clients, etc., de gérer les clients et de se dégager des bénéfices, c'est qu'il pourra avoir la maturité nécessaire pour s'occuper d'une femme. Même si ce n'est pas la même chose, mais il faut avoir une certaine maturité pour se marier. Et c'est ça, en fait, je me suis rendu compte que lui, ce n'est pas vraiment le côté financier qui le dérangeait, mais c'était plus la maturité. Pour lui, je n'étais pas assez mature. Bon, tu lui as prouvé le contraire. Exactement. En tout cas. Lilia, j'ai une question pour toi. On parle souvent d'infidélité, notamment plutôt les femmes qui sont victimes d'infidélité. Là, tu rencontres un homme qui a été marqué par son histoire passée. Quels sont les efforts? Qu'est-ce que l'on fait pour rassurer son partenaire quand on sait qu'il a les cicatrices qu'il a par rapport aux femmes? Quel a été un petit peu le challenge pour toi? C'est vrai qu'en général, on a plus tendance à penser que les femmes... comment je pourrais dire ça? C'est les femmes qui se font tromper. Et là, je me retrouve face à un homme qui donne l'impression qu'il a confiance en lui, mais ce n'était pas forcément le cas. Et on avait besoin tous les deux de se reconstruire et de se faire confiance. Donc, j'ai appris à l'écouter, vraiment à être à l'écoute de ses attentes, de ses besoins. Et je l'ai aidé comme j'ai pu. Vous êtes tous les deux dans la religion, on le sait. Pourquoi vous vous êtes mariés aussi jeunes? Est-ce que la religion a joué un poids dans le fait de prendre cette décision? Et comment vous imaginez votre vie si, par exemple, il n'y avait pas la religion? Est-ce que vous serez quand même mariés? Du coup, je vais répondre en première. Oui, c'est la religion qui a joué un grand rôle, tout simplement parce que chez nous, on ne se fréquente pas si on n'est pas mariés. Et nous, on était vraiment dans cette période-là où on voulait se rapprocher de notre religion, spirituellement, on était vraiment à fond. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas se marier? Parce que lui et moi, on est de la même confession. Finalement, c'est ça aussi qui est fort entre nous et qui nous lie. Et du coup, ça nous a poussé à vouloir se marier tôt. Après, je pense que c'est vraiment le meilleur choix qu'on ait pu faire pour nous, en tout cas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour rebondir un peu sur ce qu'elle a dit, moi, je pense que même sans la religion,
j'aurais voulu me marier dans le sens où le mariage, ça responsabilise énormément un homme. Mhm. Parce que quand tu te maries, tu as des choses que tu ne peux plus faire. Tu dois rendre des comptes encore plus que si tu étais juste en couple. Et moi, j'avais besoin de ça aujourd'hui pour me cadrer et je savais déjà où je voulais aller. Donc, le fait de me poser et d'avoir un cadre, parce que le mariage, du coup, ça pose un cadre, ça m'a permis justement d'obtenir aujourd'hui les projets, que ce soit professionnel mais social aussi. Quel conseil vous donneriez à un jeune couple qui souhaite se marier, qui souhaite s'engager dans le mariage ? Quelle est, je dirais, aujourd'hui votre jeune quand même expérience du mariage, mais expérience quand même. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'aventure du mariage ? Communiquer, pour moi, c'est essentiel quand tu veux que ton mariage y tienne longtemps. Parce que la différence entre être en couple et être marié, c'est quand tu es en couple, en fait, tu vis pas forcément avec la personne ou tu n'es pas forcément lié à vie à cette personne-là. Alors que quand tu te maries avec la personne, tu dois apprendre à aimer ses défauts. Tu dois apprendre à vivre avec elle au quotidien. Donc ça, c'est un challenge et c'est la communication qui va faire en sorte que vous allez résoudre vos problèmes. Si vous ne communiquez pas, même si vous avez beau vous aimer, les problèmes ne vont pas se résoudre. Ça va s'emmagasiner et ça peut détériorer votre relation. Donc moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Et toi, Lilia, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais que c'est la patience. La patience, parce que oui, la communication, c'est très important, mais il faut être patient et pas partir au premier problème. Voilà, on rencontre tous des problèmes, il y a des hauts, des bas. Le truc, en fait, c'est de surmonter ces problèmes-là et de vraiment passer au-dessus, parce que quand tu vis avec quelqu'un, il faut que toi aussi, tu t'adaptes à la personne. Moi, je sais que je n'étais pas habituée à vivre avec une autre personne. Du coup, j'ai dû m'adapter et faire preuve de patience. Et voilà, après, ça va tout seul. Mais c'est vrai que l'amour ne suffit pas. On se sait, toi et moi. Non, j'allais dire, qu'est-ce que ça t'inspire ? Toi et moi, on se sait. C'est marrant parce que, comme par hasard, il relève des points que d'autres invités chez C'est Comment ont déjà relevés. La communication, la patience, de bien choisir son partenaire, de communiquer, etc. C'est des points qui sont déjà revenus. On a Marie-Hélène qui nous en avait parlé. Son épisode, c'était C'est comment la relation après le mariage. Et Issa aussi qui nous en parlait de C'est comment d'être un jeune père. Et c'est toujours les mêmes points qui reviennent. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? J'en pense que ça rentre, mais ça ne marche pas pour toi. Ça ne s'imprime pas. Il faudrait. Si tout le monde le dit, c'est qu'il y a une raison. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, on a reçu Issa chez C'est Comment, donc il nous a parlé de C'est comment d'être un jeune père. Il nous disait que parfois c'était compliqué parce que depuis qu'il est papa, il a l'impression que ses amis le délaissent un peu. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis que vous êtes marié, que vous avez un enfant, vos amis vous calculent plus trop, vous invitent moins aux soirées, etc. Et comment on le vit ? Est-ce que vous complexez par rapport à ça ? Est-ce que parfois on se dit mes frérots ou mes sœurs, elles me laissent un peu à l'écart parce que elles pensent que si j'ai passé l'âge, alors qu'en soi on peut avoir un enfant, on peut être marié, on peut continuer à s'amuser. Comment vous vivez ça ? Moi, par rapport à ça, j'étais déjà quelqu'un qui ne sortait pas énormément et j'ai la chance d'avoir un merveilleux entourage qui est tout aussi content que moi d'accueillir Seini, donc qui est mon fils. Et donc non, personnellement, j'ai pas ce changement. Je continue à sortir avec mes amis quand il le faut. Et justement, au contraire, mes amis, ils viennent beaucoup plus à la maison qu'avant. Donc, par exemple, j'ai un pote qui vient vendredi, il part dimanche. Incroyable. Il veut rester avec nous et tout. Donc, non, j'ai vraiment créé encore plus de liens avec mes amis depuis que j'ai un enfant. Et c'est parce que si je suis le premier de ma génération, dans mon entourage, à être marié, mais aussi papa. Donc, en fait, tout le monde veut être le tonton parfait et tout pour Seini. Donc, en vrai, Seini, il est Gucci. Moi, je suis content. Il est beau en plus. Franchement, il est trop mignon. Il est très, très, très beau. On l'a vu en pré-entretien. Franchement, il est très mignon. Merci. Et toi, Lilia, du coup, comment tu le vis, ça ? Est-ce que tu as le même sentiment que ton mari ou c'est différent ? Moi, je le rejoins sur le fait que c'est vrai que moi, je sortais pas énormément non plus. On sortait pas tous les deux. Lui, beaucoup parce que ses parents l'interdisaient de sortir. C'était pas les mêmes raisons. Mais du coup, je me suis pas forcément sentie frustrée de voir mes amis sortir sans moi. Après, j'ai quand même eu cette frustration de... du coup, on m'appelle beaucoup moins pour sortir à n'importe quelle heure et tout, parce que forcément, maintenant, je suis mariée. Donc, je peux pas me permettre de sortir comme je veux. Et puis maintenant, j'ai un enfant aussi. Donc, forcément, on n'a pas les mêmes responsabilités, en fait, tout simplement.
Et du coup, vous êtes passé de la vie tout seul à la vie de couple. Et on avait une question pour vous, c'est comment on gère le passage de cette transition à la vie seule à la vie en couple? C'est quoi les difficultés, les avantages qu'on a quand on se met en couple avec quelqu'un, quand on vit avec quelqu'un au quotidien? Alors moi, la chance que j'ai avec Lilia, c'est que c'était ma meilleure amie. C'est-à-dire que on est dans une relation où c'est pas seulement ma femme ou c'est vraiment ma meilleure amie. Ça veut dire que le passage de la vie solo à la vie en couple, pour moi, c'est le meilleur moment de ma vie. Tout simplement parce que toutes les activités que je voulais faire et que je devais attendre que mes potes soient disponibles, bah, Lilia, elle était là. Si je veux faire un karting, elle est là. Si je veux jouer à la Play, on joue à FIFA, on joue à Call of et tout. Donc, non, franchement, il n'y a pas eu vraiment de difficulté. La seule difficulté, c'est bah, dans tout couple, il y a des disputes. Et je sais que notamment Lilia, elle est plus sensible que moi sur certaines choses. Donc des fois, la gestion des embrouilles et tout, au début, c'était compliqué. Mais quand tu apprends après à connaître la personne et surtout que tu veux vraiment te marier avec elle, bah, tu apprends à la connaître vraiment profondément et après, ça passe. Donc ça n'a pas été une difficulté pour toi finalement, Non. ça s'est fait naturellement. Exactement. Lilia, tu dirais pareil? Non, pas du tout. Faut bien apporter un peu de nuance quand même. C'est ça qui est bien avec eux, je trouve, Ouais. c'est que vous apportez une nuance et vous êtes en toute transparence aussi. Mm. Donc vous dites les bons côtés, mais vous dites qu'il y a aussi des choses qu'il Ouais. faut mentionner. Et pour moi, ça serait... non, c'était pas du tout beau, tout rose au début. On se disputait énormément. Et moi, ça a été beaucoup les tâches ménagères. C'est bizarre, hein, c'est peut-être des petits trucs, mais c'était principalement ça qui créait nos disputes. Par exemple, je vois des chaussettes traîner, ça me saoule parce que ça fait 20 fois que je l'ai ramassée, cette chaussette. Je comprends pas pourquoi elle est là. Des chaussettes, toujours. Oui, des chaussettes, de la toujours les vaisselle. chaussettes. Et par exemple, il suffit que il oublie de débarrasser son assiette et moi, je débarrasse derrière et tout. Bah, après, c'est des petits trucs, mais voilà, lui aussi, de son côté, il n'avait pas l'habitude. Et là, maintenant, il doit être dans un foyer qu'on partage à deux et il doit faire aussi des choses qu'il ne faisait pas forcément chez ses parents avant. Donc, ça a été... tous les deux, on a dû s'adapter, en fait. Quand j'entends on a dû s'adapter, je pense forcément au principe de faire des concessions. Ça me fait beaucoup penser à un film que j'adore qui est Mange, Prix, Aime avec Julia Roberts, où en fait, du jour au lendemain, elle décide de divorcer de son mari, clairement, et elle part faire un peu un tour du monde. Et on voit en fait tout cet aspect de la relation, du mariage, etc. et toutes les concessions qu'on fait dans une relation et peut-être encore plus dans le mariage et parfois aussi le poids de ces concessions-là. Quelles ont été les concessions que vous avez fait, vous, pour faire vivre votre couple et comment est-ce que vous gérez aussi le poids de ces concessions ou peut-être que vous ne le vivez absolument pas comme des concessions aussi? Non, on vit avec des concessions. Moi, pour ma part, j'ai toujours eu un caractère assez... Voilà, je m'enflamme super vite. J'ai le sang chaud. Je suis une On dirait Algérienne. pas pourtant, hein, c'est marrant. Voilà, j'ai le sang chaud. Et du coup, j'ai dû apprendre tout simplement à me maîtriser et à être patiente. Je dis me maîtriser comme si j'étais un monstre. Mais C'est un monstre. C'est un monstre, les amis. non, j'ai dû apprendre... couperas ça. Et voilà. J'ai dû apprendre à être patiente. Et par exemple, quand quelque chose m'énerve, je ne vais pas parler tout de suite. Parce que quand on est en colère, on dit n'importe quoi, on exagère, on crie et tout. Donc, ouais, quand je suis énervée, je ne parle pas. Et je reviens quand je suis plus calme et on discute. Et je lui dis, voilà, ça, je n'ai pas apprécié. Ça m'a fait de la peine, ça m'a touchée. Et lui, pareil. Et c'est comme ça qu'on a pu résoudre nos problèmes finalement. On ne le faisait pas au début parce qu'on a dû apprendre à le faire. Et moi, pour ma part, c'est un peu le contraire, dans le sens où Lilia a eu la chance d'être dans une famille qui communique beaucoup. C'est-à-dire que eux déjà, très tôt, ils communiquaient ensemble leurs problèmes, ils faisaient des réunions quand il n'y avait pas de problème, etc. Moi, j'étais plus dans une famille où c'est les parents qui décident et toi, tu n'as pas ton mot à dire. Donc, ça veut dire que très tôt, j'étais renfermé sur moi-même. Donc, quand il y a eu un problème, quand il y a des problèmes avec Lilia, moi, j'ai pas forcément envie d'en parler. J'ai pas le réflexe de communiquer. Et du coup, le fait de grandir avec elle, ça m'a permis aussi de travailler beaucoup là-dessus. Et moi, par exemple, pour gérer des problèmes, j'allumais la Play et je jouais. Mais ça veut pas dire que je m'en foutais des problèmes qu'on a ou que je voulais pas la calculer. Non, c'est juste que c'est comme ça, en fait, que j'arrive à me calmer et que j'arrive à faire en sorte que ça pète pas.
Ouais, vous avez été aussi élevé avec 2 cultures différentes et ça me fait une Exactement. transition parfaite pour ma prochaine question. Quand on voit un couple comme le vôtre, on pense forcément à plusieurs films qui sont sortis ces dernières années, qui ont cartonné. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qui évoque bien évidemment les difficultés, les moments un peu gênants, les clichés qu'on peut rencontrer quand on se met en couple ou qu'on se marie avec quelqu'un d'une autre culture. Comment vous avez géré le fait d'être en couple et d'avoir vraiment 2 familles qui ont 2 cultures différentes? Cassie, je vais te laisser compléter aussi avec tout ce rapport entre les Noirs et les Arabes qui parfois peut être compliqué. C'est hyper intéressant, je trouve. Ouais, tout à fait. C'est vrai que j'avais aussi envie de compléter ta question par rapport à ce commentaire-là, qui est réel, quand bien même ça fait mal, je trouve, de l'entendre, mais il y a un peu parfois aussi bien cette fraternité que cette rivalité entre les Noirs et les Arabes. Tu ne te mets pas avec un Noir, tu te mets pas avec une Noire, tu te mets pas avec un Arabe, tu te mets pas avec une Arabe. Je pense que malheureusement, on le dit... Enfin, faut pas qu'on le dise, mais c'est réel. Je crois qu'on a tous entendu peut-être dans nos familles respectives, quand on est noir ou quand on est arabe, tu te mettras pas avec un noir ou tu te mettras pas avec un arabe ou une arabe et un arabe. Et je trouvais ça hyper intéressant en fait dans votre couple parce qu'on a ces deux côtés-là. Et donc, je vous laisse répondre à la question. Au niveau de ma famille, il n'y a pas eu de souci par rapport à Mohamed, du coup, qui est noir. Il n'y a pas vraiment eu de souci. Même ma famille qui est au Bled, donc qui est en Algérie, parce qu'on a tendance à penser aussi que au pays, ils n'aiment pas forcément le mélange. On reste beaucoup entre nous, alors que c'est faux. Cependant, ma mère, elle a quand même eu des a priori en disant, ouais, si tu te mets avec un noir, en général, sans savoir que c'est un Sénégalais, on n'est pas obligé de préciser, mais si tu te mets avec un noir, forcément, un jour, il va te quitter, il va te laisser, il va aller peut-être retrouver une femme qui a les mêmes cultures, les mêmes traditions, peut-être que ça va lui manquer. Et ces a priori-là, elle les a tout simplement parce qu'il y a eu des mauvaises expériences. Et du coup, en général, les mamans, elles aiment bien faire une généralité et dire, non, tu vas pas te mettre avec telle origine parce qu'elles sont comme ça. Et je trouve ça dommage de penser que les clichés, ça peut représenter toute une population. Du coup, quand je leur ai présenté Mohamed, je crois que c'est eux, ils sont tombés amoureux de lui finalement. C'est beau ça, c'est ça qui est bien. Et il n'y a plus de soucis, il n'y a plus d'a priori parce qu'ils ont appris à le connaître et à savoir que c'était une bonne personne. Merci. Mais sinon, il n'y avait pas de racisme, en tout cas, de mon côté dans la famille. Vraiment, le racisme, je l'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, finalement. Je ne l'ai pas vraiment vu dans la vraie vie. On en parlera, ça, justement, tout à l'heure des réseaux sociaux. On sait que vous vous exposez, et donc on parlera de cet aspect. Et toi, Mohamed? Et moi, pour ma part, faut savoir que moi, toute ma vie, ma mère, elle m'a dit, tu te maries avec qui tu veux tant qu'elle est musulmane. Donc moi, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. D'ailleurs, quand je l'ai fait rencontrer Lilia pour la première fois, c'est elle-même qui a organisé un bowling pour pouvoir la rencontrer et tout. Donc elle était vraiment pas dans une optique de me mettre, entre guillemets, des barrières vis-à-vis de son origine, etc. Surtout que moi, mais ça après c'est plus un avis personnel, je trouve ça ridicule dans le sens où elle et moi, on a grandi en France. Donc en soi, on est français, on a été éduqués pareil, on a été éduqués dans des quartiers. Donc on a à peu près la même culture et on s'est rendu compte qu'en fait, on est même jumeaux au niveau du comportement. Donc, c'est pas comme si, c'est pas comparable à quelqu'un, par exemple, qui habite en Algérie et qui a vécu en Algérie, et quelqu'un qui habite au Sénégal et qui a vécu au Sénégal. Là, il peut y avoir, en effet, des différences de culture, etc. Mais nous, on est des étrangers qui avons vécu en France. Donc, pour moi, on est parti on avait le même système scolaire, on a été éduqués par les mêmes profs, etc. Donc, je trouve ça ridicule de se baser sur les origines pour dire, voilà, vous pouvez pas vous mettre ensemble parce que différence de culture. Voilà, après, c'est mon avis. Moi, je trouve C'est un message de tolérance. Ouais, c'est un très beau message de tolérance et ça me rappelle un épisode qu'on avait fait avec Camille où on parlait justement du mélange des cultures et où j'avais dit, et je maintiens mes propos encore aujourd'hui, qu'il n'y a rien de plus beau que de voir des cultures qui se mélangent et cette mixité finalement, parce que regardez-vous, on pourrait vous trouver plein de points de différence et finalement, toi, tu dis, mais on s'est ralliés sous les valeurs de la France, sous des valeurs de la banlieue, sous des choses qui nous rendent fraternels finalement. Et on n'est pas si différents que ça. J'ai bien aimé quand tu as dit ça. Oui, puis forcément aussi, nous, ça nous parle en tant que métis issus de deux cultures différentes, quand bien même elles sont proches parce qu'anciennes colonies. Mais ça reste quand même, je trouve, une richesse et je trouve qu'il faut la mettre en avant. Donc j'aime beaucoup. Merci. Quel a été l'aspect le plus difficile dans votre mariage? Si aujourd'hui vous devriez tirer, on va dire, un aspect qui est vraiment le plus dur à gérer au quotidien, ce serait quoi? Moi, c'est les embrouilles. En fait, j'aime pas du tout m'embrouiller avec elle. Et ça fait que plusieurs fois, on remet pas du tout en question le mariage. C'est juste que quand on est énervé,
c'est là où on se rend compte qu'on s'aime vraiment et que ça peut vraiment blesser quelqu'un, notre comportement ou les mots qu'on peut dire. Donc, moi, c'est vrai que dans le mariage, le plus compliqué, c'est quand on n'arrive pas tout de suite à gérer l'embrouille. C'est-à-dire que des fois, ça met 1 jour, 2 jours et tout. Et ça, j'avoue, c'est dur. Moi, ça serait ça. Du coup, moi, je le rejoins sur sa réponse, c'est vraiment les disputes, parce qu'on a pris du temps quand même pour apprendre à les gérer. Et souvent, on se dispute pour rien, hein, comme je vous ai dit, pour des chaussettes. Vraiment, ça part de rien du tout et ça prend une ampleur incroyable parce que, aussi, comme il l'a dit tout à l'heure, je suis hyper sensible. Même si lui, je sais qu'il ne le dit pas, il ne dit jamais de mauvaises choses. Dieu merci, il ne dit jamais de gros mots. Vraiment, il ne me dénigre jamais, même quand on se dispute. Mais par exemple, il va juste pas me calculer. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable pour moi. Vraiment, j'ai l'impression qu'il s'en fiche, alors que non, c'est juste qu'il veut pas parler pour éviter de parler sous le ton de la colère, en fait, tout simplement. Et moi, c'est quelque chose, j'arrive pas. Donc lui, je me souviens d'un jour qu'on s'est disputé. Et lui, du coup, sa façon de gérer les choses, c'est de ne pas parler. Il s'est couché comme ça, alors qu'on était fâchés et qu'on n'avait pas eu de discussion. Il est parti dormir. Je suis partie le rejoindre pour dormir, mais ça m'énervait tellement qu'on n'avait pas discuté que je lui donnais des coups de pied dans la nuit. Je lui donnais des coups de pied et quand il se réveillait, je faisais semblant de dormir. Et le truc que lui, il a fait, comment il a réagi, il a remis la couverture sur moi et il m'a fait un bisou sur le front. Et je me suis sentie coupable parce que j'étais en train de le taper parce qu'il m'énervait. Et finalement, ouais, c'est ça le plus compliqué pour moi. C'est vraiment la gestion des embrouilles. Et là, on parle dans un cadre où vous êtes tous les deux. Aujourd'hui, vous êtes 3. Comment est-ce qu'on gère justement son couple avec la naissance d'un enfant ? Bah justement, avec la naissance de Seini, moi, mon amour envers elle, il a encore plus grandi. Parce que c'est... Un enfant, pour moi, c'est le résultat en fait de l'amour de 2 personnes. Donc, justement, depuis que Seini, il est là, on a grave pris en maturité et on a toujours dit qu'on n'allait jamais s'embrouiller devant lui. Des fois, on reste humain, c'est-à-dire des fois, il y a des petites réactions, etc. Mais généralement, les embrouilles qu'on avait avant étaient beaucoup plus fortes que maintenant. Parce qu'on se dit qu'on a un devoir aussi de ne pas vivre ce que moi j'ai vécu en plus dans mon enfance. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu dans une famille où ça s'embrouillait devant nous. Et je sais que ça a des impacts très négatifs sur les enfants. Parce que tout simplement, quand un enfant il voit ses parents s'embrouiller devant eux, il peut trouver ça normal. Et après, il va avoir des schémas plus tard où il va trouver ça normal. Donc, c'est là où on peut retrouver notamment de la violence chez certains enfants parce qu'eux-mêmes, ils ont vu leur père faire ça à leur mère ou vice-versa. Donc, nous, on s'est toujours dit qu'on ne veut pas donner cet exemple à notre enfant. Donc, ça permet aussi, nous, de nous calmer directement et de mieux gérer les problèmes. Tu partages cet avis aussi, Lilia, que depuis la naissance de votre enfant, finalement, vous êtes peut-être un peu plus réfléchi vis-à-vis de vos potentielles embrouilles. C'est clair qu'on a pris en maturité. Donc, les embrouilles, on les gère beaucoup mieux. On essaye de ne pas s'énerver devant Seini, même s'il est tout petit, parce qu'il absorbe toutes nos humeurs. Il le sent quand on est stressé ou énervé. Donc, on ne veut vraiment pas, lui, qu'il soit au milieu de tout ça. Comme il l'a dit, lui, il en a fait l'expérience. Et je veux vraiment pas que mon enfant se retrouve au milieu des disputes ou même l'impliquer plus tard, c'est hors de question. Donc, à ce niveau-là, on a appris à gérer. On parle de bébé, j'ai envie qu'on parle aussi de ta grossesse. Tu nous as notamment évoqué en pré-entretien le fait que tu avais fait un baby blues à la suite de ton accouchement. Je trouve que c'est un sujet très important de mettre en lumière. On en parle et tant mieux, c'est bien. Mais je trouve que parfois, on met peut-être pas les mots assez crus, peut-être sur ce sujet-là. On se rend peut-être pas compte aussi de ce que ça peut être chez une femme, le baby blues, parce qu'on a tendance à pointer du doigt aussi les femmes qui ont un baby blues, parce qu'on est des femmes et bon, voilà, c'est dans notre ADN, c'est comme ça, on est censé aimer notre enfant, sauf que c'est quelque chose qui est réel. Et voilà, j'aurais aimé, si tu l'acceptes, que tu reviennes là-dessus. Alors, c'est vrai que moi, la première, j'ai culpabilisé quand j'ai ressenti ce mal-être après mon accouchement. Je me suis dit, peut-être que tu n'es pas fait pour être mère, finalement. Peut-être que tu n'es pas prête.
peut-être que c'était trop tôt, tu t'es précipité. J'ai eu une tonne de questions qui m'est passée par la tête. Et la plupart du temps, même les mamans, qui elles-mêmes ont pu vivre ce que j'ai vécu finalement, m'ont dit, mais t'es fait pour être mère. Tu es une femme et biologiquement, t'es prête. Sauf que moi, je le vois pas du tout de cet œil-là. Pour moi, les femmes, elles ont le droit de pas devenir mères si elles ne s'en sentent pas capables. Elles ne se sentent pas capables, pardon. Si elles n'en ont pas l'envie non plus. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, je me suis dit non. Peut-être que je me suis précipitée. Je regardais mon bébé à la maternité, je m'en rappelle. Je doutais même du fait qu'il soit sorti de mon ventre. Alors que j'étais à la maternité. C'était bien mon bébé. Mais voilà, j'ai eu plein de questions. J'étais plus trop sûre de moi. Je pleurais énormément. À la maternité, j'ai beaucoup pleuré. D'ailleurs, j'ai très mal vécu mon séjour à la maternité parce que aussi le professionnel de santé ne m'a pas facilité la tâche. Ils n'étaient pas très aimables, pas très compréhensifs. Vraiment, c'était horrible pour moi. Mais heureusement, c'est passé. C'est passager. C'est ça. Je trouve c'est important aussi de dire, et tu l'as dit d'ailleurs, que y a des femmes qui veulent pas avoir d'enfants. Je crois qu'on n'a pas, enfin moi c'est ce que je pense en tout cas, on n'a pas forcément tout l'instinct de mère. Il y a des femmes qui l'ont pas, il y a des femmes qui l'ont pas et qui ont quand même des enfants. Du coup, ça fait un peu de la voilà. Donc je trouve ça important qu'on en parle parce que c'est aussi un phénomène qui existe, un phénomène qui est passager, heureusement, mais qui existe et qui, à mon sens, mérite qu'on en parle. Donc merci d'avoir partagé ton expérience là-dessus. Avec plaisir. Il y a quelque chose qu'on se dit souvent avec Cassie, c'est qu'on oublie très souvent que notre corps change énormément. Il change au cours de notre vie. Parfois on grossit, parfois on maigrit. On vieillit. Là, on vieillit aussi, ouais, c'est vrai. Du coup, Aussi. tout change, tout bouge tout le temps. On a l'impression qu'on va garder notre corps pour toujours. Et ce qui est hyper intéressant avec vous, c'est que du coup, on se doute que votre corps a changé après la naissance, autant pour toi qui as eu l'enfant que pour toi en tant que papa. Tu nous parlais au moment du pré-entretien du syndrome de Couvade. On en avait déjà parlé dans C'est comment. Issa qui nous disait qu'il mangeait énormément, qu'il dormait plus, qu'il vomissait, etc. Il y a une phrase que j'adore d'Orelsan qui avait sorti ce son qui est magnifique, qui s'appelle Paradis. Il avait fait ce son pour sa copine et il disait « Je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids. Pour moi, c'est ça de prix, ça fait toujours plus de toi. » Donc d'un air de dire « Moi, je tolère si tu prends du poids, je t'aimerais quand même. » Comment vous gérez vos corps mutuellement et est-ce que vous êtes tolérants l'un envers l'autre de dire « Bébé, si tu grossis un peu, c'est pas grave. » Bien sûr, moi, tous les jours au quotidien, je dis que Lilia, c'est la plus fraîche pour moi. En tout cas pour moi. Parce qu'après, c'est ma femme. Mais je sais que moi, j'ai un rapport avec mon corps très sain. C'est-à-dire que quand je grossis, des fois, c'est compliqué. Moi, c'est plus au niveau des habits. Quand je vais au magasin, je vois que le pantalon, il rentre pas. Là, ça fait mal. Alors que c'est la plus grande taille et tout. Là, ça pique, là. Là, ça pique. Ça veut dire qu'il faut commencer à les commander sur Internet et tout. Mais au-delà de ça, moi, je suis quelqu'un... quand j'étais petit, j'étais gros. J'ai vécu de l'harcèlement par rapport à ça. Et j'en suis sorti indemne. C'est-à-dire, après, j'ai beaucoup maigri. Ça a été une source de motivation pour moi. Et ensuite, Couvade. Couvade, ça veut dire que déjà, la première couvade, entre guillemets, c'est le mariage. Ça veut dire que quand on s'est mariés, on a commencé un petit peu à avoir de l'argent et tout. On enchaînait les restos, on se faisait plaisir, on regardait pas forcément, on faisait pas forcément attention. Donc moi, je trouve que par rapport au poids, à partir du moment où ça touche pas à la santé, moi, je m'en fous. Mais si, par exemple, ça commence à toucher sa santé, je vais être là en mode prévention. Genre, fais attention, ma vie... Là, tu t'as pris du poids, mais ça peut être dangereux pour ta santé. Mais si c'est pas dangereux pour sa santé, t'es belle, moi j'aime bien. Donc voilà. Toi aussi, Lilia, t'es pareil avec lui, t'es tolérante? Ah oui, moi j'aime trop son ventre. Hein. J'aime trop son ventre. La brioche, là, on mange. Non, mais c'est vrai que moi, au niveau de son corps, déjà, je lui dis tout le temps qu'il est beau. Je le trouve très beau. Pour moi, il est flatté, pour moi, c'est le plus beau du monde. Et c'est vrai que lui aussi, il a toujours été tolérant vis-à-vis de mon corps. Surtout que là, j'ai eu une grossesse. Mon corps, il a énormément changé. Même là, j'ai des cicatrices, j'ai des vergetures. Enfin voilà, ça a marqué mon corps. Et c'est vrai qu'il m'a toujours accepté, il m'a toujours complimenté. Et ça a beaucoup joué dans ma confiance en moi finalement. Parce que j'étais arrivée à un moment où je me suis dit... Peut-être que mon mari, il va plus me trouver belle maintenant. Il va me trouver, j'ai envie de dire, fanée. Parce que quand il m'a rencontrée, j'étais toute jeune. J'étais une petite... Enfin, pas une petite fille, mais j'étais jeune quand même. Je dis ça comme si j'avais 30 ans. Mais... j'étais jeune, j'étais toute maigre en plus au début.
Et c'est vrai que l'amour m'a fait grossir. Mais voilà, il m'a toujours accepté et complimenté. Il m'a aidé moi-même à m'accepter. Donc on parle de manger la vie, on parle de manger tout court, on parle d'être réunis ensemble, mais il y a aussi des moments, des fois, où on a envie d'être seul, je crois. Et moi, d'ailleurs, je dirais que je suis une grande fan de la solitude. Comment, psychologiquement, on gère des moments seuls quand on a un enfant ? Je m'explique, je pense que quand on a un enfant, c'est plus compliqué. Tu nous disais d'ailleurs, Lilia, en pré-entretien, toi qui restes beaucoup avec Séni, c'est plus dur d'avoir des moments où tu te retrouves seule. Comment est-ce qu'on gère ça ? Physiquement, mais aussi, je dirais, psychologiquement. C'est-à-dire que finalement, à partir du moment où on devient parent, vraiment, je dis maman et papa, eh ben, on a toujours un petit être ou des petits êtres qui sont toujours dans notre cerveau. C'est comme ça et ça sera comme ça, je pense, jusqu'à la fin de nos jours. Comment ça, on le gère ? Alors moi, ça va être beaucoup plus simple que Lilia parce que moi, j'ai une activité entrepreneuriale. Donc j'arrive à m'évader en fait quand je pars au travail le matin et quand je reviens à la maison. Donc les moments solo, moi, c'est quand je vais travailler déjà sur mon business. C'est quelque chose qui me stimule. Et c'est pour ça aussi que j'aime l'entrepreneuriat et j'aime ce que je fais parce que ça me permet de m'évader et de passer des moments seuls. Où en plus de ça, je vais rentabiliser et faire de l'argent. Donc c'est 2 en 1. Mais sinon, des fois, moi, avoir des moments seuls, moi, je suis pas trop fan de la solitude. Surtout que si je me suis marié aujourd'hui, c'est vraiment parce que je voulais avoir un pilier avec moi. Mais des fois, lorsqu'on veut avoir des moments à deux, bah, on n'hésite pas à le faire. C'est-à-dire qu'on va aller voir, par exemple, la mère de Lilia ou ma mère. Et par exemple, récemment, on a fait un petit voyage à Chypre. Et ça nous a ressourcés, ça nous a fait du bien. Des fois, on fait des petits week-ends où on laisse voilà, sa petite sœur, elle vient regarder Seini. Donc moi, personnellement, je le vis mieux en tout cas que Lilia, je pense. Parce que Lilia, elle est avec lui au quotidien. C'est Attends, différent. Lilia, dis-nous tout. Alors, avant d'avoir du coup notre fils, c'est vrai que pour moi, ça allait. Je pouvais avoir mes moments seuls, étant donné que moi, je travaille pas. Il est le seul à travailler. Mais c'est vrai que maintenant qu'on a notre enfant, pour moi, c'est plus compliqué forcément d'avoir ces moments seuls, aussi bien psychologiquement que physiquement. Parce que si je suis dans l'appartement et que, par exemple, son père décide de le garder pour que moi, je me repose, c'est impossible. J'arrive pas, je vais l'entendre chouiner, je vais venir, je vais l'entendre, je vais pas l'entendre, je vais venir. Même si je l'entends pas, je vais venir. Et ouais, c'est vrai que pour moi, c'est compliqué de me retrouver seule. Après, il y a quand même des moments où j'arrive à gratter un peu de temps. Par exemple, je dis à son père de le garder, et je vais chercher des couches, et puis au final, je vais voir ma copine, et je vais manger un McDo. Et ça me permet aussi de prendre du temps pour moi. C'est important parce que psychologiquement, c'est quand même dur d'être au quotidien avec son bébé. On s'oublie. Moi, je me suis beaucoup oubliée et vraiment, ça fait du bien de se retrouver seule. On sait que vous avez des milliers d'abonnés aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous exposez votre couple. Il y a un artiste que j'adore, qu'on connaît tous autour de cette table, Nino, qui a fait un son qui est incroyable, un chef-d'œuvre, Dis-moi que tu m'aimes. Et dans Dis-moi que tu m'aimes, il dit « Relation discrète, relation parfaite, vivons cachés, on aura moins de problèmes ». Comment vous gérez le fait d'exposer votre couple ? Est-ce que vous pensez que c'est une prise de risque ? Je pense aux gens qui peuvent nous porter l'œil, aux problèmes qu'on peut avoir au fait d'être exposé. Vous décidez de le faire, pourquoi ? Alors nous, on n'a jamais eu de gros problèmes vis-à-vis des réseaux sociaux, étant donné que moi déjà, j'étais déjà sur les réseaux sociaux avant de la connaître. Et surtout, en fait, c'est elle et moi. C'est pas elle de son côté et moi de mon côté. Donc au niveau du contenu, on est toujours en adéquation avec nos valeurs, avec nos principes, etc. Donc même aujourd'hui, la communauté qui nous suit, c'est pas une communauté de haters. C'est une communauté de personnes qui sont intéressées par ce qu'on est, qui nous kiffent un peu au quotidien, etc. Et nous aussi, on s'est toujours dit que les mauvais commentaires, il y en aura toujours. Peu importe ce que tu vas faire. Aujourd'hui, même les grandes stars qui ont réussi dans leur vie, elles ont des mauvais commentaires. Donc nous, on n'est personne pour se dire « Ah, mais pourquoi on a des mauvais commentaires, etc. » Donc on a appris aussi à grandir avec les réseaux sociaux. Bien évidemment, on s'affiche moins qu'avant. Avant, c'était vraiment quotidien, on faisait beaucoup de choses ensemble. Mais depuis notamment qu'elle s'est voilée et qu'on a eu un enfant et le mariage, etc., on essaye de... Si jamais on s'expose, c'est pour faire des vrais projets. Podcast, si on a un partenariat, etc. Alors moi, je vais le rejoindre sur certaines choses, mais je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit qu'aujourd'hui, on a une communauté. C'est vrai qu'on a une bonne communauté, mais on reçoit tout le temps des mauvais commentaires. Après, on a fini par s'habituer. Sinon, le fait de s'exposer, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas nécessairement un problème, étant donné que quand on s'expose,
On parle de sujets qui intéressent tout le monde. Tout le monde peut se retrouver dans nos vidéos. On va parler d'actualité. Des fois, ça nous arrive de parler de politique, de lancer des petits débats. Du coup, tout le monde se sent concerné par ça. Mais sinon, on n'a jamais eu de dispute par rapport au réseau. Donc, pour moi, ce n'est pas nécessairement un problème. Est-ce que vous pensez que le fait que vous preniez de la distance aussi avec les réseaux sociaux, ça vous permet de mieux le vivre? Parce que vous avez conscience que ce n'est pas la réalité. Ça vous aide? Oui, bien sûr. En fait, nous, on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, notamment moi, parce que c'est plus moi qui suis sur les réseaux, moi, c'est ça qui me permet de gérer au mieux mon activité, parce que j'ai une activité digitale. Je fais du marketing digital, donc forcément, la promotion, je vais le faire sur mes réseaux sociaux, mes clients aussi directement, ma communauté, mes abonnés. Donc, j'arrive à dissocier et à prendre de la distance quand c'est nécessaire. Donc, quand c'est nécessaire, en fait, il faut juste se dire que les réseaux sociaux, si tu éteins ton téléphone, tu retournes à la réalité. Et on arrive, en fait, on n'est pas devenu matrixé par les réseaux sociaux à se dire il faut absolument qu'on sorte du contenu, etc. Après, ça dépend. Des fois, quand tu vois que tu as fait un bon mois, notamment nous, en août, on avait fait 2200 € avec TikTok. Donc, c'est vrai que ça booste. Tu as envie le mois d'après de faire plus, de proposer plus de choses, etc. Et aussi, quand tu as beaucoup d'abonnés, tu as beaucoup plus d'opportunités, du coup, comme par exemple là, l'opportunité du podcast ou même des opportunités de partenariat. Donc, on arrive aussi à se dire, OK, les réseaux sociaux, c'est un moyen pour nous de se développer, mais ça reste des réseaux sociaux, quoi. C'est pas la réalité. J'ai envie de rebondir justement sur cette notion de réalité et puis aussi revenir sur la notion qu'on a évoquée précédemment, notamment le racisme. Parce que vous dites finalement les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Et vous l'avez dit par rapport à votre couple, finalement dans la réalité, vous n'avez eu aucun commentaire. Mais sur les réseaux sociaux, les gens se défoulent un petit peu. Comment est-ce que vous le vivez tout ça? Lilia, comment est-ce que tu le vis? Pour moi, c'est pas la vraie vie, les réseaux sociaux. Du coup, c'est vrai qu'on a tendance à avoir beaucoup de commentaires racistes en bas de nos vidéos, mais dans la vraie vie, on n'a jamais vécu ça. Il n'y a jamais quelqu'un qui s'est arrêté devant nous pour nous insulter par rapport à notre couple. Au contraire, la plupart du temps, on a des bonnes expériences. Plusieurs fois, on nous a dit qu'on était beaux ensemble, mais jamais de la vie, on nous a dit... Et c'est là où je me dis, en fait, les réseaux, ça donne une force à certaines personnes qui se disent, je suis derrière mon téléphone, peu importe ce que je vais dire, personne ne va me punir pour ce que je suis en train de dire. Donc, je peux dire ce que je veux. Et c'est ça le problème aujourd'hui des réseaux, pour moi, je pense, c'est que les gens, ils prennent des libertés de manquer de respect comme s'ils n'ont pas été éduqués, alors que j'en suis sûre, ils ont tous reçu la même éducation que nous. Mais c'est vrai que ces réseaux, ça donne, c'est un petit peu le mauvais côté pour moi. Tu as envie de rebondir vis-à-vis de ce qu'a dit Lilia. Moi, forcément, j'ai envie de rebondir parce que moi, je me pose beaucoup la question vis-à-vis des réseaux sociaux. On n'a pas la même communauté, bien évidemment. Et moi, je suis toute un peu nouvelle là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, il y a des commentaires négatifs. Oui, vous ne pouvez pas être apprécié de tout le monde. Mais dans la rue, il n'y a jamais personne qui va vous arrêter et qui va vous dire hey, t'es une C'est vrai. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire vis-à-vis de ça? Moi, je me régale. On a des invités qui disent des choses tellement vraies, qui m'impactent tellement. Enfin, merci de rappeler ces choses-là, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Et tu devrais prendre note, ma chère, parce que les réseaux sociaux ne sont pas la réalité. Et donc, même si parfois, même dans ces comments, on a reçu déjà pas mal de critiques, et elles arrivent de plus en plus. Plus on est connu et plus il y en a. C'est que c'est bon signe, je crois. C'est bon signe aussi. Comme on dit, si t'es détesté, si on parle de toi, c'est que finalement, tu suscites de l'intérêt. On te voit. Donc, je trouve ça bien, tu vois. Mais ouais, merci de rappeler tout ça, que c'est pas la réalité. Et je pense qu'il faut être comme vous, il faut prendre de la distance et ça donne beaucoup d'opportunités. J'ai bien aimé quand tu as dit ça. Nous, avec C'est Comment, on a fait tellement de trucs. On a reçu des voyants, des magiciens, mais plein de mecs qui nous ont montré plein de choses et c'était trop cool. Donc ouais, il faut en tirer le positif. Oui, et puis comme tu l'as dit, une fois qu'on éteint son téléphone, ça n'existe plus. Ouais, bien sûr. Ouais. Surtout que moi, c'est grâce aux réseaux sociaux en vrai que je me suis marié, que j'ai la vie d'aujourd'hui. Donc je peux pas cracher sur les réseaux sociaux. C'est pas faux, ça. Tu sais que j'avais oublié parce ça. Parce que le commentaire et tout. Hein, le petit et même DM. Bah oui, c'est ça. Même aujourd'hui, faut savoir que moi, je suis en dernière année d'école d'ingénieur. Donc si j'avais seulement mon salaire d'alternant, je pense pas qu'on aurait pris la décision d'avoir un enfant. Et moi aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai pu créer mon académie. Par la suite, ouvrir ma société de location de voitures, etc. Donc moi, je trouve qu'il y a beaucoup de côtés positifs quand même sur les réseaux, mais à partir du moment où on fait les bonnes choses, on véhicule les bons messages, etc. Et surtout qu'on ne se prend pas la tête avec les mauvais commentaires, on se dit, voilà, c'est des qui écrivent, ça se trouve, c'est même des mecs de 12 ans qui écrivent, qui n'ont rien à faire.
Mais généralement, quand vous regardez bien, quand tu cliques sur le compte, et généralement, soit il n'a pas de photo de profil, soit il a 0 abonné ou 1 abonné. Donc, tu sais que voilà, faut pas prêter attention. Ça me rappelle vachement un invité qu'on avait reçu, Sidox, tu sais, le fondateur de l'application Ara, qui fait le buzz en ce moment, donc c'est parfait parce que ça me permet de caler la ref, qui était venu chez nous et qui nous disait c'est comment tu utilises les réseaux sociaux qui vont définir toi, comment tu les perçois finalement, comment, est-ce que tu es heureux ou malheureux, c'est juste toi, mais c'est pas les réseaux sociaux en eux-mêmes. Et j'ai kiffé quand tu as dit ça, donc ouais, merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de cette interview. Je me suis régalé, je sais pas toi, est-ce que tu veux dire quelque chose avant que je passe la dernière question? Bah oui, peut-être poser l'avant-dernière question du coup. Avant-dernière question, madame. Je croyais qu'on y était, mais vas-y, plus il y en a, mieux c'est. On arrive à la dernière question. Vas-y. C'est une question qui est un peu dure, j'avoue. Enfin, moi, j'ai pas trop aimé l'écrire. Parce que j'ai pas envie de parler de ça, mais pourtant, je pense qu'il faut en parler aussi. Est-ce que parfois on regrette de s'être marié? Est-ce que parfois on regrette d'avoir eu un enfant? Je crois pas que ce soit quelque chose qu'on le dit, c'est un peu tabou. En plus, vous êtes marié jeune, vous avez eu des enfants jeunes, enfin un enfant jeune, et on a souvent tendance à dire il faut profiter de ta jeunesse. Je tiens quand même à dire que profiter de sa jeunesse, ça veut pas dire coucher avec tout le monde. Ou boire de l'alcool à tout va. Ou boire de l'alcool. Ouais, clairement. Ou se droguer. Moi, quand j'entends profiter aussi, c'est parce que je le dis, par exemple, j'aime bien être seule. C'est des moments où en fait, je pense à personne d'autre que moi. Parce que quand on est en couple, mine de rien, c'est déjà le début des concessions, de penser à quelqu'un, etc. Et donc, c'est ça aussi, quand je dis profiter de sa jeunesse, c'est profiter de ces moments de solitude, de date avec soi-même, en fait. Et quand on est en couple, bon, bah, on se date mutuellement, quoi. Est-ce qu'on regrette à un moment donné? Alors moi, j'ai jamais regretté le mariage et d'avoir saigné. Au contraire, moi, c'est les plus belles choses qui me sont arrivées dans la vie. Et justement, pour ceux qui disent ouais, mais comment ça se fait? Tu profites pas de ta jeunesse, t'as que 22 ans. Je profite énormément. J'ai jamais autant voyagé que depuis que je me suis marié. J'ai jamais autant profité de ma jeunesse, justement. J'ai jamais eu autant d'argent depuis que je suis marié, depuis que... Donc ça, en fait, ça dépend de la perception de chacun de ce que ça veut dire profiter de sa jeunesse. Il y en a, c'est sortir en boîte, etc. Moi, ça ne m'intéressait pas déjà, ces choses-là. Avant même que je la connaisse. Moi, c'est des choses que bah, je préfère faire un foot ou jouer à la play. Pour moi, c'est ça, déjà, profiter. Donc moi, personnellement, je regrette absolument pas. Et même pour les dates solo... elle et moi, des fois, on se fait des dates. Genre, moi, par exemple, je vais aller voir mes potes et elle, il n'y a pas de souci avec ça. Je vais me faire des week-ends avec mes cousins et elle n'a pas de souci avec ça. Et elle, pareil, des fois, par exemple, elle va chez sa mère et moi, je reste chez moi et elle peut sortir pendant 2-3 jours et ça nous fait du bien. Mais on le fait même naturellement. C'est pas quelque chose où on se dit ah, j'ai besoin d'être toute seule. Est-ce que je peux aller chez ma mère, s'il te plaît? Non. C'est ah, bah là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma mère. Ok, vas-y, pars. Moi, là, je dois travailler, je dois bosser un peu. Je reste à la maison. Mais je crois aussi, en fait, souvent, ce qu'on met en opposition de la jeunesse, en fait, c'est la notion de responsabilité. Et vous l'avez dit, vous avez pris énormément en maturité parce que vous avez pris en responsabilité. Et on associe forcément la jeunesse au fait qu'on n'ait aucune responsabilité quand on est jeune. Je pense que c'est aussi sous cet angle-là que les gens disent bah, finalement tu ne profites pas de ta jeunesse, de ce moment un peu d'insouciance, de ne pas réfléchir à comment payer tes factures, nourrir une autre personne. Tu vois, je pense qu'il y a aussi cet angle-là qui fait que les gens se disent bah, finalement tu endosses des responsabilités peut-être à un âge où tu pourrais ne pas les endosser. Mais toi, dans ton discours, ce qu'on comprend, c'est que finalement responsabilité et jeunesse vont de pair et toi, ça te convient et c'est ta définition à toi. Et surtout, au-delà de ça, je trouve que pour les jeunes, justement, le fait d'avoir des responsabilités tôt, ça te permet justement de connaître le vrai monde, le monde réel. Et ça sert à rien de profiter de ta jeunesse au point où après tu mets en péril ton avenir ou tu mets en péril... Parce que dans tous les cas, les responsabilités, tôt ou tard, un jour, elles vont venir. Parce qu'un jour, tu devras payer des impôts, tu devras sortir de chez tes parents, etc. Donc plus tôt tu le fais, moi en tout cas, après c'est mon expérience personnelle, mais plus tôt tu le fais, plus ça te prépare à ce monde de requins. Et plus, du coup, tu pourras t'en sortir aussi tôt. Moi, le fait que j'entreprends aujourd'hui à 22 ans, je sais qu'à 30 ans déjà, j'aurai déjà peut-être 8 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, alors qu'il y a des gens qui viendront de commencer. Donc, c'est ça aussi ma force. C'est que ma jeunesse aussi fait que, justement, j'arrive à avoir des billes
pour pouvoir mieux m'en sortir plus tard. C'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit quand il parle, tu vois, des responsabilités. Il dit que finalement, ça nous émancipe. Je suis hyper d'accord. Il y a plein de gens qui fuient les responsabilités, mais finalement, ils n'ont pas de liberté. Et si tu n'as pas cette liberté, est-ce que tu peux profiter de ta jeunesse ? Bah, je sais pas, tu vois. Donc, je te rejoins carrément sur ce point. C'est hyper intéressant. Est-ce que toi, Lilia, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ? Bah pour moi, pour profiter de sa jeunesse, il faut déjà avoir une vie quand même stable, avoir de l'argent et être un peu indépendant. Après, moi, personnellement, j'ai pas ressenti une grosse différence entre quand j'étais pas mariée et quand je me suis mariée. La seule différence, c'est que je lui devais des comptes à lui. Donc, je devais pas aller parler à d'autres hommes ou traîner dans des lieux où j'avais pas à traîner, mais pour mon bien-être à moi-même, finalement. Sinon, je n'ai pas de différence parce qu'aujourd'hui, on est mariés, mais ça ne m'empêche pas. Si je veux aller voir une amie, je peux. Si je veux voir ma famille, je peux. Et sans lui, je peux passer des moments seuls. Donc, après, ça, c'est la confiance. Quand on se fait confiance, on peut. Il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, je ne vois pas. Et puis, je profite aussi bien avec lui que toute seule. Je me suis mariée avec mon meilleur ami. Donc, finalement, je suis très heureuse. Je n'ai jamais regretté. Après, peut-être... La seule fois où j'ai pas regretté, mais je me suis posé des questions, c'est vraiment quand j'ai eu mon enfant. J'ai eu peur parce que je me suis posé plein de questions. Et il suffisait que, par exemple, lui, il faisait pas la vaisselle pendant que moi, je m'occupe du bébé. Je me dis, mais est-ce que tu es vraiment prêt, toi, finalement ? Mais c'était des petites questions. J'ai jamais regretté le fait d'avoir un enfant ou de me dire que j'allais pas profiter de ma jeunesse. J'ai assez profité dans ma vie et maintenant, je profite avec lui. Ah, on ressent que vous faites vachement confiance et du coup ça me permet d'évoquer la règle des 3 C dont on a déjà parlé dans C'est comment. On disait c'était la confiance, la complicité et la communication. Vous, on voit que vous êtes hyper complices, tu parles de confiance et vous communiquez énormément. Donc finalement, est-ce qu'on n'en revient pas encore à ces 3 points-là ? T'as quelque chose à dire par rapport à ça, toi ? C'est toujours pas imprimé dans mon cerveau. C'est toujours pas. Bon, en tout cas, t'as toutes les armes le jour où tu veux te mettre en couple. Les invités se répètent quand même. Hein. Exactement, je regarderai de nouveau chaque épisode de C'est comment et je remercierai ces invités un jour. Bah, clairement, on leur doit beaucoup. On vous doit beaucoup. Merci beaucoup pour cette interview. On va passer déjà à la dernière question. C'est la meilleure question. C'est la question by C'est comment. C'est celle qui représente le mieux le podcast. On va pas faire de suspense plus longtemps. Je vous la pose tout de suite. Admettons que là, vous êtes dans la tête de tous les êtres humains de cette planète. Mais malheureusement, vous mourrez dans 1 minute. Vous avez 1 minute pour leur dire quelque chose. Qu'est-ce que vous leur diriez ? Quelle est votre leçon, votre philosophie de votre passage sur Terre ? Qu'est-ce que vous retenez finalement de votre passage sur Terre ? Profitez de tous les petits moments que vous avez dans la vie. Ça sert à rien de courir après l'argent. Passez vraiment des moments de qualité avec les gens que vous aimez. Et surtout, essayez d'être utile à la société. C'est-à-dire que ne voyez pas que votre nombril. Aujourd'hui, essayez de faire du bien autour de vous. Et ça va égayer votre vie. Et toi, Lilia ? C'était long quand même. Il a dépassé, je crois. Moi, je pense que ça va. Je pense que ça passe. Moi, j'aurais dit auparavant, écoutez votre cœur. Vraiment, écoutez votre cœur. Mais finalement, ne pas écouter son cœur sans écouter sa tête. Ne faites pas des choix juste guidés par le cœur. Faites des choix aussi réfléchis. C'est le mot de la fin. Merci à vous deux. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Est-ce Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour les gens qui nous écoutent, les gens qui nous regardent sur, je sais pas, votre contenu ? N'hésitez pas, le moment Alors franchement, C'est comment podcast, moi je suis agréablement surpris. Et j'adore. Enfin, je connaissais pas en fait avant qu'on se rencontre. Et franchement, j'invite tout le monde à s'abonner et à suivre. C'est comment. Merci parce que, beaucoup. Vous posez des questions très intéressantes, vous savez mettre à l'aise les gens. Donc j'espère que ça va péter et que vous allez avoir des vrais invités après. Donc, merci beaucoup. Merci, ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Ça me touche. Pour moi aussi, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Vraiment, vous avez su nous accueillir et je vous remercie pour ça parce que c'est rare aujourd'hui qu'on s'entende aussi bien comme ça directement avec des personnes qu'on ne connaît pas finalement. Tout à fait. C'est vrai. Et puis sinon, n'hésitez pas à les suivre déjà, C'est comment, et à nous suivre également sur nos réseaux sociaux. Bien sûr, la petite promo. Bah voilà, toujours. De toute façon, on vous mettra tout ça en barre de description. Ne vous inquiétez pas, on va vous mettre toutes les recommandations. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. On espère que ça vous aura plu. On a tenté un nouveau concept de recevoir 2 invités pour cette Saint-Valentin. On voulait pas louper cet événement. On s'est dit que ça valait le coup et je trouve que l'exercice est réussi et j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça ramène une dynamique différente. On a pu aborder plein de sujets. On a 2 angles de vue qui sont différents. C'est hyper sympa.
Je sais pas ce que t'en as pensé, mais bref, moi je me suis régalé. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, C'est comment le podcast. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode parce que j'adore cette émission. Et puis, je vais te laisser conclure, ma chère sœur. On finit en beauté. Bien évidemment, j'ai quand même envie de souligner en effet ce que vous avez dit. C'est vrai que c'était un plaisir de vous recevoir tous les deux, très vite lors du pré-entretien. Finalement, tout s'est fait assez naturellement. Bonne vibe, on avait hâte de vous on a aimé votre énergie. Ça se confirme, vous avez dit plein de belles choses. J'espère que vous avez retenu, à défaut de moi que je retienne pour voilà, vous prenez des notes, faites pas comme elle. S'il vous plaît, prenez des notes. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. La tolérance, la communication, la patience, l'amitié dans votre couple aussi. Parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ouais, on sent vraiment votre complicité et c'est beau. Donc n'hésitez pas à aller voir leur contenu sur les réseaux sociaux. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cet épisode spécial Saint-Valentin. Que du love. Que du love, exactement. Que du love. Faites l'amour, pas la guerre, au sens propre comme au sens figuré. Vous le savez, chez C'est comment. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec 1 ou 2 invités. Ça, c'est encore à décider. En attendant, on vous salue et on vous dit Beijinhos. Ciao. Ciao.